pas pour les âmes sensibles. Dutroux, Epstein, Teichtmaster. Des noms qui symbolisent les crimes les plus horribles commis sur des enfants. Étaient-ils vraiment des criminels isolés? Ou existe-t-il des réseaux pédocriminels mondiaux toujours actifs? Quel est le rôle de la justice? Est-il vrai que des juges, des procureurs et des enquêteurs ne se contentent pas de couvrir ces crimes, mais qu'ils y sont eux-mêmes impliqués comme l'affirment d'innombrables témoins? CLA TV révèle des faits effrayants. 7 pays, les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la France et la Suisse ont été passés au crible pour déterminer l'implication de la justice dans des affaires d'abus sexuels graves sur des enfants et de meurtre. Je le donne à tout le monde par écrit. Les pires abus d'enfants, les abus les plus pervers que j'ai jamais vus et décrits dans ma vie, par les victimes elles-mêmes, les auteurs des pires abus les plus pervers étaient les procureurs et les juges eux-mêmes. Je le pense vraiment. Les auteurs les plus pervers que j'ai vus dans ma vie étaient les procureurs et les juges. Et personne ne prend de mesures contre ces personnes. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe quand on est lanceur d'alerte et qu'on le dit à voix haute. Et tout particulièrement dans le cas de ces victimes d'abus rituels. Les jeunes enfants et les nourrissons et les bébés et les enfants sont souvent drogués avant d'être tués. Et c'est là que je veux en venir. Je le dis depuis des années. J'ai des soupçons fondés que nous avons ici un crime organisé au sein de la justice. Et c'est pourquoi je dis, je le donne par écrit à tout le monde, que les pires criminels se trouvent dans la justice. Et s'il devait m'arriver quelque chose, vous pouvez considérer ce que j'ai déclaré comme un témoignage, une déclaration sous serment. Können Sie das, was ich ausgesagt habe, als Zeugenaussage werten? Das ist eidesstattliche Zeugenaussage. L'engagement et le témoignage de Dorothea Toole ont eu de graves conséquences. Sa collègue médecin, le docteur Jette Limberg-Diers, a publié un appel à l'aide indiquant que la pédiatre avait été agressée et battue, qu'elle avait été envoyée en hôpital psychiatrique. Son permis de conduire lui avait été retiré et sa maison hypothéquée, ce qui devait mener à une vente publique forcée. Une plainte pénale a été déposée contre elle pour insulte sur Internet. Selon sa chaîne Telegram, elle a été condamnée en 2021 à 9 mois de prison avec sursis, assortie d'une période de mise à l'épreuve de 3 ans. Le docteur Dorothea Toole s'est effondré dans la salle d'audience. En avril 2023, elle aurait été placée en détention provisoire pour incitation à la haine. Depuis, elle a disparu de la scène et personne ne sait où elle se trouve ni comment elle va. Pourquoi s'acharne-t-on avec une telle violence contre le docteur Toole? Est-ce que cela pourrait être lié à sa déclaration selon laquelle les pires coupables se trouvent eux-mêmes dans la justice? Existe-t-il des indices d'une implication de la justice dans des réseaux pédocriminels? CLA TV s'est penché sur ces questions et a effectivement découvert des abîmes effrayants. En effet, un grand nombre de survivants et de témoins de violences sexuelles et rituels organisés ont témoigné que des juges, des procureurs, des avocats et des policiers de haut rang sont impliqués dans ces crimes. Certains d'entre eux sont eux-mêmes des auteurs, d'autres couvrent les réseaux criminels, protègent les auteurs et poursuivent les témoins et les militants. Voici quelques exemples. Premièrement, les États-Unis. L'implication de la justice américaine dans le scandale Epstein. Jeffrey Epstein, financier et délinquant sexuel américain, a géré pendant une vingtaine d'années un réseau de commerce sexuel avec des mineurs. Des victimes font état de trafic sexuel et d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu dès 1996. Au total, on estime qu'il y a au moins 100 victimes. Mais le nombre de cas non recensés est certainement bien plus élevé. Maria Farmer, l'une des victimes d'Epstein, qui travaillait sous la contrainte à la réception d'une maison d'hôtes où Epstein résidait à l'époque, a observé ce qui suit sur une période d'1 an. Chaque jour, 5 à 10 filles étaient amenées chez Epstein, ce qui était une chose terrible pour les enfants. Elle a parlé de milliers de filles arrivant dans la propriété d'Epstein. Rien qu'en Floride, 500 filles que Maria Farmer a cherché à contacter pour témoigner contre Epstein n'ont pu être retrouvées. Elle ne parvient pas à savoir ce qui a pu arriver à toutes ces filles. Elle soupçonne fortement qu'elles sont mortes.
Virginia Roberts-Giffre, une autre victime d'Epstein, qui a été sous son emprise pendant des années, a déclaré « J'ai vu des centaines de filles passer par la porte battante de Jeffrey, cette porte qui tournait sans cesse. » Virginia Roberts-Giffre a assisté en direct au moment où Epstein s'est fait livrer des triplés de 12 ans par Jean-Luc Brunel, le modèle scout de France. Les filles ont été contraintes à des actes sexuels déviants avec Epstein. Epstein ne se contentait pas d'abuser et de violer lui-même les filles, mais il les mettait également à la disposition de célébrités pour du sexe. Les filles étaient transportées en avion dans le monde entier. Plusieurs victimes d'Epstein ont cité les noms de personnes qui les ont agressées sexuellement lorsqu'elles étaient mineures. Outre Epstein, Virginia Roberts-Giffre a accusé les personnes suivantes d'avoir abusé d'elle. Le prince Andrew, l'avocat vedette Alan Dershowitz, le gestionnaire de fonds spéculatifs Glenn Dubin, l'homme politique Bill Richardson, le recruteur de mannequins français Jean-Luc Brunel, le scientifique de l'IA Marvin Minsky et l'hôtelier milliardaire Tom Pritzker. Maria Farmer a rapporté que Donald Trump ainsi que Bill et Hillary Clinton avaient été co-conspirateurs de Jeffrey Epstein. Elle les voyait tous aller et venir chez Epstein et savait qu'il faisait partie du tout, a déclaré Farmer textuellement. Epstein entretenait de bonnes relations avec la justice. Plusieurs plaignantes contre Epstein ont déclaré que le célèbre avocat américain vedette, Alan M. Dershowitz, qui a défendu Epstein à plusieurs reprises, faisait partie des auteurs. Maria Farmer a littéralement qualifié Dershowitz de co-conspirateur. Virginia Roberts-Giffre, la principale plaignante dans l'affaire Epstein, a poursuivi l'avocat en 2019 pour abus sexuels et atteinte à la réputation. Dershowitz a ensuite déposé une contre-plainte pour atteinte à la réputation et infliction délibérée de stress émotionnel. Il nie encore aujourd'hui avec véhémence avoir jamais eu des contacts sexuels avec des mineurs. L'accusation, selon laquelle l'avocat aurait abusé de Virginia Roberts-Giffre lorsqu'elle était mineure, a même été retirée du dossier par un juge. Dershowitz est resté impuni, bien que plusieurs femmes aient porté plainte contre lui. Elles ont déclaré dans le procès verbal qu'elles avaient été abusées sexuellement ou violées par lui lorsqu'elles étaient mineures. Il s'était également montré actif auprès de plusieurs plaignantes en recherchant des informations discréditantes et en les présentant à l'enquêteur principal. Il a par exemple affirmé que Virginia Roberts-Giffre était une prostituée et une menteuse connue. Elle qui, selon ses propres dires, avait été forcée par Epstein et Dershowitz à se prostituer lorsqu'elle était mineure. La pression médiatique et juridique exercée sur Virginia Roberts-Giffre l'a finalement amenée à céder et à retirer ses accusations contre Dershowitz. En 2019, Epstein a été représenté pour la deuxième fois par Alan Dershowitz dans une procédure judiciaire. Epstein avait déjà été accusé en 2008 d'avoir violé des mineurs et de les avoir forcés à se prostituer, ce qui aurait dû normalement lui valoir une peine de prison à vie. Au lieu de cela, Jay Lefkowitz, un autre avocat vedette, grossement payé de l'équipe de cet avocat qui entourait Dershowitz à l'époque, a négocié un accord extrajudiciaire avec le procureur fédéral de Floride, Alexander Acosta. En vertu de cet accord, Epstein a été condamné à une peine de prison de 18 mois au lieu de la perpétuité, ce qui est totalement disproportionné. Il n'a dû purger que 13 mois de cette peine. Il était logé dans l'aile privée de la prison et disposait chaque jour de jusqu'à 12 heures de liberté pour se rendre à son bureau. Le procureur Acosta et l'équipe d'avocats autour de Lefkowitz et Dershowitz sont donc responsables du fait qu'Epstein n'a dû purger que 13 mois au lieu de la peine de prison à vie, après son procès en 2008. Ce n'est que grâce à cela qu'Epstein a pu continuer à diriger le réseau de violeurs d'enfants jusqu'en 2019. En outre, grâce à cet accord, Epstein a échappé en 2008 à une procédure judiciaire au niveau fédéral, ce qui lui a évité de faire l'objet d'une nouvelle enquête. On peut soupçonner que le fait de ne pas enquêter sur davantage de détails du scandale Epstein arrangeait bien les responsables de la justice et les coupables célèbres. Le procureur Acosta a ensuite été promu ministre du Travail sous Trump. S'agissait-il d'une récompense pour son comportement coopératif, pour avoir protégé les auteurs et pour avoir gardé sous le coude les véritables dimensions du scandale? La journaliste
Julika Brown, du journal américain Miami Herald, a appris par des policiers qu'il n'avait pas été autorisé à enquêter correctement sur Epstein sur ordre d'une autorité supérieure. Elle a consulté des dossiers judiciaires et a finalement publié en novembre 2018 une série sur les crimes d'Epstein. Elle est la seule à avoir révélé au public l'ampleur des accusations. Il n'y avait vraiment personne qui suivait tout cela, a déclaré la journaliste. Le FBI, l'une des plus hautes autorités de poursuite pénale aux États-Unis, n'a pas non plus poursuivi Epstein. Bien que selon la victime d'Epstein, Maria Farmer, il était parfaitement au courant du réseau de trafic sexuel impliquant des mineurs. Le FBI savait également que Maria Farmer et sa sœur Annie avaient été victimes du réseau de trafic sexuel d'Epstein dès 1996. Selon les déclarations de Maria Farmer, le FBI savait exactement qui était impliqué dans l'affaire et qu'Epstein exploitait un système de chantage au matériel pédopornographique. Malgré cela, rien n'a été fait contre Epstein. Sur la base des preuves disponibles, le FBI aurait eu l'obligation d'emprisonner Epstein à vie. Mais cela n'a pas été fait. Conclusion intermédiaire. L'affaire Epstein révèle une omission totale de la part de la justice et des autorités d'enquête, ce qui a entraîné une profonde souffrance chez de nombreuses jeunes filles pendant des années. Malheureusement, cela n'a guère changé. Sa complice, Ghislaine Maxwell, a certes été condamnée à 20 ans de prison. Toutefois, la juge Alison Nathan n'a pas autorisé, lors de ce procès, la présentation de preuves contenant les noms d'autres complices potentiels, de complices ou de bénéficiaires. Les protocoles de vol du Lolita Express, c'est-à-dire le jet privé d'Epstein, qui transportait les célébrités sur l'île d'Epstein, ou le livre noir de Ghislaine Maxwell, ont dû être présentés au tribunal avec des pages largement caviardées. Ainsi, à l'exception de Maxwell, toutes les autres célébrités coupables restent en liberté. Deuxièmement, Allemagne. Le marais de Saxe. La justice a-t-elle dissimulé les crimes et le cercle des coupables? Le terme marais de Saxe désigne une affaire impliquant des personnalités de haut rang en Saxe dans la prostitution forcée de mineurs. En tant que témoin, Mandy Kopp, alors mineure, a porté de graves accusations contre ces personnes haut placées. En 1989, suite à des problèmes familiaux, elle est tombée dans la maison close pour mineurs Jasmin à Leipzig. C'est là qu'elle et d'autres jeunes filles ont été gravement maltraitées physiquement, violées et torturées pendant des années. En 1993, les événements survenus dans la maison close Jasmin ont été connus sous le nom d'affaire du marais de Saxe et la maison close a été prise d'assaut. Lors d'un interrogatoire de police, Mandy Kopp a identifié plusieurs de ces tortionnaires, parmi eux des juges renommés de Leipzig, des juristes, des policiers et des agents immobiliers. Selon les indications de Mandy, le juge qui a présidé le procès était également l'un des violeurs. Ce juge a condamné le gérant de la maison close à une peine légère de 4 ans et 2 mois de prison. Le propriétaire de la maison close a déclaré par la suite que la seule raison pour laquelle il avait été condamné à une peine légère était qu'il n'avait pas révélé les noms des auteurs des crimes commis dans sa maison close pour mineurs. Il s'agit là d'une nouvelle preuve de l'implication de la justice avec les auteurs de délits pédocriminels. Mandy Kopp et ses compagnes d'infortune ont encore été interrogées 2 fois jusqu'en 2009 et à nouveau, elles ont identifié sur des photos de juristes de haut rang comme étant des clients qui les ont maltraités. Mais ni le parquet de Dresde, ni la commission d'enquête de Saxe n'ont réagi. Au lieu de cela, ils ont publié le nom et le lieu de résidence de la victime. Suite à cela, Mandy Kopp a été dénoncée pour diffamation par les auteurs identifiés. Craignant pour sa vie et d'autres poursuites, elle n'a pas révélé l'intégralité de ce qu'elle savait. En novembre 2012, le procès a été ajourné parce que Mandy a fait une dépression nerveuse au 4e jour du procès, après 7 heures d'audience. Peu de temps après, le 28 janvier 2013, les actes cruels étaient prescrits. Cette prescription aurait pourtant pu être évitée, car Mandy Kopp n'était pas seule à témoigner. Le service de protection de la Constitution de Saxe avait également enquêté dans le milieu de la prostitution et avait remis en 2005 des documents explosifs au ministre de l'Intérieur de Saxe, Thomas de Maizière. Selon ceux-ci, des juges et des procureurs de Leipzig étaient soupçonnés d'être de mèche avec des criminels et d'être eux-mêmes impliqués dans des abus sur les enfants. Les noms des auteurs étaient connus du service de protection de la Constitution. Celui-ci a également signalé que le milieu de la prostitution exerçait un chantage sur le parquet avec ce matériel compromettant.
En contrepartie, les fonctionnaires concernés auraient mis en garde contre des raids, entravé des enquêtes et influencé des procès. De Maizière, en tant que chef de service suprême, n'a cependant informé ni le parquet ni les autorités d'enquête pénale compétentes. Il a donc été accusé plus tard d'entrave à la justice dans l'exercice de ses fonctions. L'enquête a toutefois été classée par la suite et on dit que le Marais de Saxe n'était que du vent et une théorie de complot. L'existence d'un réseau criminel a été niée. Ce sont plutôt les deux principaux enquêteurs de la police et de l'Office de protection de la Constitution qui ont été attaqués. L'enquêteur en chef de la police judiciaire et dans le domaine du crime organisé, George Welling, a été suspendu directement par le ministre de l'Intérieur pour des raisons douteuses. L'ancienne chef d'unité de la protection de la Constitution, Simone Skrosch, anciennement Henneck, qui avait déjà démantelé un réseau de pédophiles dans le cadre d'une activité antérieure en tant que procureur, a elle aussi fait l'objet de procédures disciplinaires et d'enquêtes pendant des années. Tous deux ont été inculpés, mais ont ensuite été acquittés sur les points essentiels, après un long procès. Thomas de Maizière, quant à lui, a gravi plusieurs échelons au cours de sa carrière en tant que ministre fédéral. Nous avions déjà observé la même chose dans l'affaire Epstein lorsque le procureur Alexander Acosta, après avoir protégé les coupables, a été promu par Trump au poste de ministre du Travail. Est-ce qu'on retrouve ici le schéma selon lequel la justice agit avec véhémence contre ceux qui révèlent les faits, mais que les véritables criminels ne sont pas inquiétés et que les dissimulateurs sont promus? Troisièmement, la justice autrichienne a-t-elle protégé l'acteur pédocriminel Florian Teichmeister? Für große Aufregung sorgte im Jahr 2023 En 2023, le jugement extrêmement clément prononcé contre Florian Teichmeister, acteur autrichien et franc-maçon de la Grande Loge d'Autriche, a suscité un grand émoi. Teichmeister était manifestement si convaincu de la franc-maçonnerie qu'il en avait même construit un temple sur son terrain. Il a été jugé parce qu'une grande quantité de drogue a été trouvée chez lui et qu'il a collectionné 76 000 fichiers de pornographie enfantine. Il en a retravaillé un grand nombre, y a ajouté des commentaires ou les a assemblés en collage. Dans ses commentaires, il décrivait les pires fantasmes de violence qu'il s'imaginait infliger aux enfants, de la flagellation à la mort, en passant par la torture et les viols horribles. Ces fantasmes ne connaissent aucune limite. Le parquet a classé Teichmeister au deuxième niveau le plus élevé, 9 sur 10, sur une échelle de dangerosité. Malgré le grand danger qu'il représente et le fait que des milliers d'enfants ont été abusés et que Teichmeister, en tant que consommateur, a sa part de responsabilité, il n'a été condamné qu'à une peine de 2 ans de prison avec sursis, à condition de suivre une thérapie. Il ne devra donc pas passer un seul jour en prison pour ses actes. Non seulement le jugement totalement inapproprié, mais aussi le comportement des personnes impliquées dans le procès soulève de grandes questions. Aucune recherche n'a été menée pour savoir pour qui Teichmeister avait commenté les fichiers, ni s'il faisait partie d'un réseau. Selon les observateurs du procès, aucune question critique n'a été posée à l'accusé et aucun témoin n'a été interrogé par le procureur et le juge. A-t-on craint que d'autres personnalités de premier plan soient démasquées? On n'a jamais recherché s'il avait mis en pratique ces fantasmes de violence, et ce, malgré des indices clairs, comme une liste de courses retrouvées chez lui pour l'achat de vêtements de filles et d'objets sadomasochistes. Le juge Stéphane Apostol a regretté l'ostracisme social de Teichmeister et a pris prétexte de manifestations contre lui pour lui accorder des circonstances atténuantes. La procureure, Julia Kalmar, plutôt passive, a retenu des détails importants jusqu'à la fin de l'instruction. Elle a renoncé à faire appel du jugement, malgré la grande dangerosité de Teichmeister qu'elle a attestée. L'expert invité, le professeur Peter Hoffman, a également pris fait et cause pour l'accusé et a minimisé le danger qu'il représentait. Hoffman s'est déjà fait remarquer lors de précédents procès pour abus sexuels par ses expertises étranges en faveur de l'accusé et par sa minimisation des faits.
weiteren Missbrauchsprozessen dadurch auf, sonderbare Gutachten zugunsten der Angeklagten zu erstellen und die Taten zu verharmlosen. Il a déclaré un jour « La moitié des enfants concernés gèrent bien les agressions pédophiles. Ils les intègrent dans leur histoire de vie et ne développent pas de troubles de stress post-traumatique. » Und bekommen keine posttraumatische Belastungsstörung. Est-ce un hasard si c'est précisément lui qui a été choisi comme expert pour ce procès? Conclusion intermédiaire. Le jugement et l'étrange comportement des experts, des juges et du parquet soulèvent des questions. Teichtmeister a-t-il été traité avec ménagement afin qu'il ne dévoile pas d'autres complices? Ses liens avec la franc-maçonnerie lui ont-ils évité la prison? Conformément à la devise avec laquelle le journal Der Standard avait déjà titré de manière éloquente à propos des francs-maçons, les frères se serrent-ils les coudes? Quatrièmement, les Pays-Bas et la Belgique, l'affaire de Zandvoort. Le réseau de pornographie enfantine de Zandvoort tire son nom de la station balnéaire néerlandaise de Zandvoort, où deux des principaux criminels tenaient un magasin de vidéos. Les pires crimes ont été commis au sein de cette association de pédophiles. Lorsque l'affaire a éclaté en 1998, des centaines de films montrant des enfants et même des nourrissons violés ont été saisis. Sur le yacht de l'un des auteurs, des fêtes sexuelles étaient organisées avec des personnes haut placées, au cours desquelles des vidéos dites snuff étaient tournées, au cours desquelles des enfants étaient abusés et torturés jusqu'à la mort devant la caméra. L'un des enfants ainsi tués était Manuel Schadwald, 13 ans, kidnappé à Berlin et contraint auparavant de se prostituer dans un bordel pour enfants à Rotterdam. Le groupe belge d'aide aux droits civils Vergroep Morkoven, avec son fondateur et directeur Marcel Vervlossem, a joué un rôle important dans la révélation de l'affaire. Le groupe a reçu des vidéos montrant des hommes ayant des activités sexuelles avec des enfants. Cependant, pendant 5 ans, la police belge n'a pas réagi. Le ministre de la Justice annonçait encore en 1997 qu'il n'y avait pas de réseau pédophile. Et il s'est avéré plus tard qu'un homme sur la vidéo était apparenté à des hommes politiques belges. En raison de l'inaction de la police, Vervlossem a mené ses propres recherches et est parvenu à entrer en contact avec l'un des auteurs et a gagné sa confiance. Ce dernier a cependant été assassiné peu de temps après. Vervlossem a toutefois réussi à mettre la main sur des milliers de fichiers au contenu pornographique, voire sadique, qui avaient été cambriolés chez cet homme. Il les a ensuite remis à la presse et au parquet. Cependant, 7 CD-ROM contenant des preuves transmises par le Vergroep Morkoven au procureur général du tribunal d'Anvers ont disparu sans laisser de traces. Vervlossem a également mis la main sur plus de 3000 documents contenant des adresses de clients et des factures qui montraient clairement que le réseau de pédopornographie opérait dans le monde entier, notamment en Allemagne, aux États-Unis et en Israël. Mais à la suite de son enquête, Vervlossem est devenu lui-même la cible de la justice. Il a été accusé d'avoir abusé d'enfants et a été condamné à plusieurs années de prison. Après avoir passé 2 ans dans les prisons belges, il a été libéré en 2010 aux conditions suivantes. Premièrement, il lui a été interdit d'entrer en contact avec la presse et de continuer à s'occuper d'affaires pédocriminelles. Deuxièmement, il n'a pas été autorisé à participer aux activités d'organisation luttant contre les abus sur les enfants, ni à prendre contact avec ses amis du Vergroep Morkoven qui lui rendaient fidèlement visite chaque semaine en prison pendant sa détention. N'est-il pas étonnant que ce soit justement la justice qui pose de telles conditions? A-t-on tenté ici de faire taire un enquêteur gênant? Et la justice avait-elle un lien avec les auteurs de l'infraction lorsqu'elle a tenté d'empêcher l'élucidation de ces cas? Mais les médias se sont également efforcés de détruire la réputation de Vervlossem et de le présenter lui-même comme un violeur d'enfants. Cinquièmement, France. Les activistes Jeannette Ziman et Stan Mayo témoignent de la complicité de la justice française dans des affaires d'abus et d'assassinats organisés d'enfants. La militante allemande Jeannette Ziman était déjà engagée en Allemagne contre la disparition de nombreux enfants dans des réseaux pédocriminels. À cette fin, elle avait par exemple réalisé 2 messages vidéo, l'un adressé au pape de l'époque, Benoît XVI,
et l'autre à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Elle s'est ensuite associée à Stan Mayo, un militant français et ancien gendarme. En équipe, ils ont enquêté sur des cas ciblés d'abus organisés d'enfants impliquant la justice française. Stan Mayo a qualifié les procédures et mesures judiciaires qu'il a examinées non seulement d'illégales, mais aussi de criminelles. Ces jugements ne sont pas rendus au nom du peuple, mais au nom d'un pouvoir occulte criminel, a déclaré Mayo. Jeannette Ziman et lui ont étudié plusieurs cas en France dans lesquels des membres de la justice, tels que des policiers, des avocats, des juges et des procureurs, avaient collaboré avec des psychiatres sélectionnés. Le schéma était toujours le même. Dès que des abus sexuels sur des enfants étaient dénoncés par les mères, l'appareil judiciaire entrait en action. Mais pas comme on aurait pu s'y attendre pour protéger les enfants abusés et pour punir les coupables. Non, au contraire. Les mères et leurs enfants abusés ont été soumis à la terreur policière et judiciaire. Les proches qui les protégeaient ont été soumis à des procédures illégales. Ils ont été emprisonnés et internés dans des hôpitaux psychiatriques. Dans de nombreux cas, les mères n'ont rien pu faire pour protéger leurs enfants des violeurs. Dans plusieurs cas, elles ont même été privées de leur droit de garde. Depuis des années, elles doivent supporter, impuissantes, de voir leurs enfants sous la garde de leurs bourreaux. Dans les interviews que Stan Mayo a menées avec les mères concernées, celles-ci citent très concrètement les noms et les agissements illégaux des membres de la justice impliqués dans ces affaires. Selon les témoignages, il s'agit également de crimes extrêmement graves, comme le fait de filmer le meurtre d'enfants pour réaliser des snuff vidéos. Des témoins font également état de réunions plus importantes au cours desquelles des enfants ont été abusés ou violés par plusieurs personnes. Il existe également des témoignages selon lesquels des abus sur des enfants ont été commis par un ancien président français et plusieurs ministres. L'engagement de Mayo et Ziman a eu pour conséquence que ces deux militants se sont également retrouvés dans le collimateur de la justice et de la police. Ils ont été pourchassés par la police, emprisonnés temporairement sur la base d'accusations illégales et soumis à des méthodes d'interrogatoire inhumaines. Ils ont été dénoncés dans les médias et ont même fini par s'enfuir au Venezuela. C'est là qu'Interpol a retrouvé Stan Mayo et l'a transféré en France, où il a dû purger une peine de prison. Il était accusé, entre autres, d'enlèvement d'enfants. Le fait est que Stan Mayo a aidé une mère, dont la garde avait été retirée, à mettre l'enfant en sécurité, car celui-ci avait été, entre autres, abusé par son propre père. Le procureur responsable de l'incarcération. Conclusion intermédiaire. Il ressort également des enquêtes de Zeman et Mailod que les responsables de la justice protègent les auteurs et attaquent littéralement les victimes, les proches des victimes et les militants eux-mêmes. Sixièmement, la Belgique, l'affaire Marc Dutroux et le rôle de la justice belge. L'affaire Marc Dutroux est sans doute le cas d'enlèvement d'enfants, d'abus d'enfants, de torture, d'inceste et d'infanticide le plus connu du grand public en Europe. Dutroux a été jugé à 2 reprises. En 1989, il a été condamné à 13 ans et demi de prison pour 5 abus sexuels, mais il n'a même pas dû en purger un tiers. Lors de sa nouvelle arrestation, en 1996, on lui reprochait d'avoir enlevé 6 fillettes en bas âge et adolescentes, d'en avoir abusé sexuellement et de les avoir enfermées comme des animaux dans le cachot de la cave d'une de ses maisons. 4 d'entre elles sont mortes dans d'atroces souffrances en captivité. La grande controverse dans l'affaire Dutroux a été de savoir s'il s'agissait d'un criminel pervers isolé ou s'il était également le fournisseur d'un réseau beaucoup plus large d'hommes puissants. Quels étaient les indices et les preuves qui permettaient d'affirmer que Dutroux agissait pour le compte d'un réseau ? Premièrement, son propre témoignage. En 2002, Dutroux a déclaré dans une interview en prison qu'il existait bel et bien un réseau avec de nombreuses ramifications criminelles. Les filles n'étaient pas seulement pour lui seul, mais aussi pour d'autres. Deuxièmement, sa situation financière. Dutroux, chômeur et bénéficiaire de l'aide sociale, était propriétaire de 5 maisons, achetait régulièrement des actions, disposait de plusieurs comptes bancaires sur lesquels des sommes importantes avaient été versées en espèces au moment de l'enlèvement des filles. Si Dutroux s'était contenté d'abuser des enfants, il n'aurait pas gagné d'argent.
Troisièmement, les témoignages. La survivante, Regina Louf, a également rapporté que Marc Dutroux n'agissait pas en tant qu'individu isolé, mais que le co-accusé, l'homme d'affaires bruxellois Michel Nioul, organisait des fêtes sexuelles pour enfants avec les enfants que Dutroux lui procurait. Michel Nioul commandait à Marc Dutroux des enfants âgés de 12 à 14 ans pour des fêtes pédophiles, a-t-elle rapporté. Dutroux lui-même a déclaré que Nioul bénéficiait d'une protection en haut lieu. L'homme avait des contacts dans la jet-set bruxelloise, dont de nombreux clients de soirées sadomaso. Quatrièmement, l'enquête du juge d'instruction, Jean-Marc Connerotte. Celui-ci a suivi des pistes qui indiquaient l'existence d'un réseau. Il a mis en place un numéro de téléphone où les citoyens pouvaient donner anonymement des informations sur l'affaire Dutroux. Une avalanche d'informations s'est abattue sur les enquêteurs. Parmi elles, les déclarations de plusieurs jeunes femmes qui ont fait part d'informations incroyables. Elles étaient au courant de partous organisés au début des années 80 dans les meilleurs milieux, au cours desquels des enfants avaient été torturés et tués. Ils ont également vu Nioul et Dutroux. Même le roi Albert II de Belgique a été cité comme ayant assisté à de telles fêtes horribles. Conclusion intermédiaire. Il aurait été absolument évident d'explorer les nombreuses pistes indiquant l'existence d'un réseau. Mais si on examine la manière dont la justice et les autorités de sécurité ont agi, on constate que tout a été fait pour empêcher l'enquête d'aboutir à un réseau afin de pouvoir absolument présenter Dutroux comme un auteur unique. Ainsi, la police n'a pas du tout donné suite à de nombreux indices, dont des déclarations de témoins ou des bandes vidéo saisies au domicile de Dutroux et non analysées. D'autres preuves ont été volées ou ont tout simplement disparu. Le début du procès a été massivement retardé. Il a fallu 7 ans et demi pour que Dutroux et 3 co-accusés soient jugés. Pendant ce temps, au moins 27 témoins ont mystérieusement perdu la vie. La plupart d'entre eux voulaient témoigner sur des liens qui renforçaient le soupçon que Marc Dutroux n'était pas un criminel isolé, mais qu'il existait autour de lui un réseau de complices. Les circonstances qui ont conduit à la mort de ces 27 témoins n'ont pas fait l'objet d'enquêtes ou alors d'enquêtes totalement insuffisantes. La survivante Regina Louf avait assisté à une 60aine de meurtres. Elle pouvait même citer les noms de 35 victimes. Elle pouvait également nommer concrètement les auteurs, les délits et les lieux des crimes. Après un examen psychologique, des experts ont témoigné qu'elle avait été exposée à des abus sexuels massifs dans son enfance. Malgré cela, ces pistes n'ont pas été suivies et le parquet belge a qualifié ces témoignages d'invraisemblables et a affirmé qu'ils étaient le fruit de sa pure imagination. Le procureur a alors fait fermer le dossier de ces témoignages. Le juge d'instruction, Jean-Marc Connerotte, qui enquêtait sur les pistes laissant penser à un réseau, s'est vu retirer l'affaire. Il aurait été partial parce qu'il avait participé à un événement de bienfaisance pour 2 des jeunes filles assassinées. Ce motif fallacieux a provoqué une tempête de protestations au sein de la population belge. L'appareil judiciaire ne s'est toutefois pas montré impressionné. Le juge d'instruction qui a succédé à Connerotte, Jacques Langlois, a été l'une des personnes clés à étouffer la thèse du réseau. Il a stoppé toute recherche d'éventuels commanditaires. Des années plus tard, il s'est avéré que Langlois n'avait pas pris en compte les déclarations de plus de 600 témoins dans la procédure. Tous les témoignages concernant un réseau ont été mis sous scellé. Les enquêteurs chargés de cette affaire ont été mutés au printemps 1997. Les dossiers contenant tous les indices vérifiables, les noms et les suspects ont été clos en 1998. Plus tard, le ministre de la Justice, Marc Verwilgen, et le procureur Michel Bourlet ont rapporté qu'ils avaient demandé à plusieurs reprises de nouvelles enquêtes, mais sans succès, Langlois ayant bloqué les enquêtes. Outre Langlois, le ministre de la Justice, Melchior Vatlet, joue également un rôle décisif. Vatlet, qui selon les témoignages des victimes était lui-même organisateur et participant de partous avec des enfants, a gracié Dutroux à la surprise générale lors de sa première incarcération, après avoir purgé moins d'un tiers de sa peine. Il est donc co-responsable du fait que Dutroux ait pu enlever, violer et tuer plusieurs jeunes filles après sa libération. La décision catastrophique et erronée de gracier Dutroux n'a cependant pas eu de conséquences négatives sur la carrière de Vatlet, bien au contraire. Il a été juge à la Cour de justice européenne de 1995 à 2003 et avocat général européen de 2012 à 2018.
Conclusion. Des forces importantes au sein de la justice et des autorités d'enquête ont manifestement tout fait pour que l'affaire Dutroux ne soit pas vraiment élucidée, ce qui laisse supposer qu'elle faisait elle-même partie de ces réseaux, ou du moins qu'elle subissait des pressions de leur part. L'implication de la justice est étayée par le témoignage de la survivante Regina Louf. Sur des photos de journaux et à la télévision, elle avait par la suite reconnu les participants aux partous pédophiles au cours desquels elle devait se mettre docilement au service de ses clients. D'après ses déclarations, ils étaient tous connus pour être des membres très honorables de la société, y compris des hommes politiques, des managers, des industriels et même des avocats et des fonctionnaires de justice. Elle a même reconnu un des juges d'instruction qui a témoigné à la télévision sur l'affaire Dutroux comme étant l'un des complices de l'assassinat rituel de l'un des bébés qu'elle avait mis au monde pendant sa captivité. Après ce témoignage accablant de Regina Louf, elle a été déclarée irresponsable et la procédure contre Michel Nioul a été complètement abandonnée. Cette décision a été prise par ce même juge d'instruction qui, selon elle, était l'un des meurtriers de son bébé. Septièmement, Suisse. L'affaire Nathalie et l'implication de membres de la justice suisse dans les abus sexuels sur les enfants, la traite des êtres humains et les sacrifices sataniques. Depuis quelques années, le cas de Nathalie est évoqué dans les médias suisses. Blick.ch, par exemple, a rapporté en 2020 que la fillette, alors âgée de 8 ans, avait été victime d'abus sexuels et rituels sataniques de la part de son propre père. La fillette elle-même a en outre rapporté que son père l'avait également mise à la disposition d'autres agresseurs et agresseuses. Elle aurait également été témoin d'abus et de tortures des plus cruels sur d'autres enfants et adultes. Elle aurait été témoin de trafic d'êtres humains, d'organes et d'adrénochrome et aurait assisté à des sacrifices sataniques. Cela aurait eu lieu, entre autres, dans des lieux rituels et des tunnels souterrains cachés. Les descriptions de Nathalie coïncident avec d'innombrables autres témoignages dont la TV a parlé dans les documentaires Secte de sang 1 et 2. Dans le cas de Nathalie également, on constate des implications évidentes de la justice avec le réseau des agresseurs. Certaines personnes de l'appareil judiciaire suisse ont même été identifiées par Nathalie comme agresseur. Ainsi, au cours de la procédure pénale préliminaire contre le père, elle a reconnu plusieurs auteurs d'abus, un juge en chef, 2 procureurs et plusieurs officiers de police qui avaient effectué une perquisition au domicile de Nathalie. Nathalie a déclaré à plusieurs reprises au cours de la procédure qu'elle connaissait déjà ces personnes. Elles auraient participé aux cérémonies d'abus et de mise à mort auxquelles son père l'avait amenée. Par exemple, une ancienne responsable du service de protection de l'enfance et des adultes, KES, a été reconnue et désignée par Nathalie comme auteure d'abus et de meurtres d'enfants. Nathalie a rapporté qu'elle avait vu cette directrice du KES amener des bébés à des réunions et participer à l'assassinat des bébés. La KESB, qui chapeaute la KES, a attribué à Nathalie une avocate pour enfants qui a également été identifiée par Nathalie comme étant agresseuse. Cette avocate n'a pas parlé une seule fois à Nathalie ou à sa mère. Elle n'a pas eu de contact personnel avec Nathalie, mais plutôt avec l'avocat de son père, que Nathalie accuse d'abus. Elle s'est mise d'accord avec ce dernier sur la meilleure façon de rendre Nathalie peu crédible par des expertises. Elle avait visiblement pour objectif de faire retirer le droit de garde à la mère de Nathalie. Ce procédé est juridiquement qualifié de trahison du client. La KESB était informée de ces faits. La rédaction dispose de preuves écrites à ce sujet. Le juge en chef responsable de l'affaire a exercé une influence sur l'avocat de la mère de Nathalie. Il lui a demandé de la convaincre de retirer sa plainte contre le père de Nathalie. L'avocat de la mère de Nathalie a alors déposé une demande de récusation de ce juge supérieur qui n'a pas été acceptée à ce jour. La KESB n'a pas seulement assigné à Nathalie une avocate qui, selon Nathalie, était une des auteurs des agressions. Elle a également imposé à la jeune fille de se faire soigner par une psychiatre expérimentée que Nathalie a également reconnue comme faisant partie des agresseurs. On ne peut plus parler de coïncidence ici. Nathalie a raconté que la psychiatre lui avait administré des électrochocs lors des entretiens. C'était très pénible pour elle. Nathalie était seule lors des entretiens. Sa mère n'a pas été autorisée à assister aux entretiens.
Nathalie évoque régulièrement la manière dont les services administratifs et les personnes impliquées dans l'enquête sur son cas font partie du cercle des agresseurs. Dans la procédure en cours, il est apparu à plusieurs reprises que les personnes mentionnées ne souhaitaient absolument pas une enquête neutre, mais au contraire l'étouffement du cas de Nathalie. Ce qui est absolument scandaleux et inquiétant, c'est le fait que ce n'est pas le père accusé d'abus, mais la mère de Nathalie qui n'a rien à se reprocher, qui a été placée en détention préventive stricte pendant une journée. Elle y a été détenue pendant 24 heures dans une cellule froide avec des toilettes malodorantes et n'a été libérée qu'après un interrogatoire de plusieurs heures. Cette action du ministère public en charge du dossier ne peut être considérée que comme une tactique d'usure visant à fatiguer et à décourager la mère de Nathalie. Balsbruder, un reporter critique du journal Solothurner Zeitung, a eu le courage de dévoiler toutes ces imbrications d'autorité entre le KESB, le ministère public et les médecins de la pédopsychiatrie et de les rendre publics dans ses articles. Ce journaliste en chef de la Solothurner Zeitung, qui avait écrit sur le cas de Nathalie, a été retrouvé mort, gisant dans une mare de sang, après la publication de ses articles critiques. Les circonstances exactes de la mort mystérieuse de ce reporter engagé, âgé de 53 ans seulement, n'ont jamais été révélées avec précision. Cela rappelle l'affaire du trou dans laquelle 27 témoins qui voulaient témoigner de ces interconnexions ont également été mystérieusement écartés, afin que cela ne se reproduise pas dans le cas de Nathalie et dans d'autres cas, et afin que les crimes ne puissent pas être dissimulés. Les personnes concernées et les informateurs ont déjà pris des mesures préventives. Au cas où il leur arriverait quelque chose, ceux-ci ont déjà mis sous clé toutes les preuves, copiées plusieurs fois dans le monde entier, à différents endroits, jusqu'à ce qu'une justice dont l'impartialité est prouvée s'occupe de ces crimes. Conclusion. Les exemples évoqués dans cette émission ne sont que la pointe de l'iceberg. D'après les témoignages, la souffrance des victimes et la cruauté de leurs bourreaux semblent être sans limite. Si les victimes parviennent à échapper à ces cercles et à dénoncer ces crimes, on en arrive toujours à cette situation extrêmement traumatisante pour les victimes, où la justice protège les coupables et attaque les victimes. Dans presque tous les cas, il y a des indications claires qu'il s'agit d'un réseau transnational à grande échelle, impliquant des membres haut placés de notre société. Dans presque tous les cas, le fait que ces responsables et décideurs importants aient été filmés en train d'abuser de leurs enfants constitue également un fil rouge. Cela les rend vulnérables au chantage et dociles aux cercles qui contrôlent ces réseaux et peuvent ainsi imposer aux politiques et à la justice des décisions allant dans leur sens. Cela explique également pourquoi le matériel de pornographie enfantine découvert est toujours confisqué en premier lieu par des unités spéciales. Aucune preuve n'est rendue publique, elle reste sous clé. On peut supposer qu'il s'agit là d'une des causes de la faillite de la justice qu'Ivo Sasek a démontré en détail dans son discours lors de la 19e AZK. Maintenant que des parties importantes de la politique et de la justice sont apparemment sous l'emprise de ce réseau, il est d'autant plus important de rétablir les médias en tant que quatrième pouvoir, eux qui sont aussi jusqu'à présent majoritairement dominés par ce système corrompu. C'est pourquoi nous vous demandons de diffuser cette émission et de rejoindre le réseau CLA TV, afin que la lumière soit faite sur ces scandales judiciaires et que ces criminels soient de plus en plus surveillés par un public attentif. Tous ces cas mentionnés indiquent que tôt ou tard, nous ne pourrons pas éviter les procédures démocratiques légaux afin d'habiliter les instances juridiques impartiales à traiter ces cas extrêmes. Ce documentaire ne doit cependant pas donner l'impression que tous les policiers, juges et fonctionnaires de justice sont impliqués dans ces crimes. Nombre d'entre eux exercent leur importante fonction de tout leur cœur et sont sincèrement soucieux de rendre justice. C'est donc à vous, qui êtes sincèrement au service de la société, que nous lançons cet appel. N'ayez pas peur d'enquêter personnellement sur ces graves dérives dans vos propres rangs, de les rendre publiques et de les aborder sans ménagement. C'est la seule manière d'éviter que notre état de droit, et donc notre démocratie, ne soit davantage fragilisé et sérieusement dégradé. Vous avez pris vos fonctions pour faire régner la justice. Unissez-vous.
Faites preuve de courage, prenez la parole en public et mettez fin une fois pour toutes à tous ces abus de pouvoir. Ein für alle Mal ein Ende.